Chapitre 1. Le cri entre la broderie. C'était un après-midi morne de novembre lorsque le téléphone sonna dans le bureau de Miss Cecilia Worthington, célèbre créatrice de cadres de tapisserie et héritière d'une fortune textile du Yorkshire. La sonnette coupa le murmure du feu dans la cheminée, comme une aiguille s'enfonçant dans le mauvais tissu. Dehors, le brouillard tissait ses propres points gris sur les haies du jardin de Windermere Hall. L'inspecteur Roger Arleston a répondu à l'appel du commissariat local. « Mademoiselle Worthington, quelque chose de malheureux est arrivé. J'ai le regret de vous annoncer que Lady Adelia est morte. » Cecilia laissa tomber la tasse en porcelaine qu'elle tenait. Il ne fait aucun geste pour la rattraper. Le liquide sombre se répandit sur le tapis perçant, comme une tache s'étalant sur de la soie ancienne. Lady Adelia Lestock, sa belle tante, mécène des artistes et collectionneuse d'antiquités religieuses, avait été retrouvée morte dans le Rack Room, une pièce privée où elle conservait ses plus précieux trésors textiles. Ce qui est curieux, a rapporté l'inspecteur, c'est qu'il n'y avait aucun signe d'effraction ou de lutte. Le corps gisait sur un canapé recouvert de lin bleu, l'expression sereine, les mains croisées. À première vue, une mort naturelle. Mais Cecilia insiste. « Ma tante n'a pas dormi dans cette chambre, jamais. Et elle n'y aurait jamais été seule à cette heure-là. » La nouvelle s'est répandue dans les couloirs de Windermere, aussi rapidement qu'une rumeur dans un club de thé. En quelques heures, toutes les personnes présentes au manoir cette semaine-là ont été appelées par la police. Ce n'était pas une liste exhaustive, mais elle était intrigante. Miles Dunworthy, le fiancé de Celia, fan du théâtre élisabétain et héritier en difficulté financière. Evangeline Royce, amie proche de Lady Adelia et veuf à 3 reprises, prétendait communiquer avec les morts. Henry Lestock, neveu du défunt, au visage sérieux et aux mains tremblantes lorsqu'il parlait d'argent. Rosalind Bexley, la servante qui cousait en silence et qui, selon les rumeurs, en savait plus qu'elle ne le paraissait. Ils ont tous affirmé n'avoir rien vu d'anormal. Tout le monde lisait, se promenait dans la serre, s'occupait du thé. Mais ensuite, une jeune femme de chambre a trouvé quelque chose qui a compliqué la scène. Un cadre tombé sur le sol. Pas n'importe quel cadre, mais un cadre en acajou sculpté, avec des fils de soie encore tendus et une broderie à moitié terminée, un personnage encapuchonné tenant un poignard. 2 jours plus tard, une petite silhouette distinguée apparut à l'entrée de Windermere Hall. Sa moustache était soigneusement cirée, son pelage impeccable malgré la boue de la route. Son accent belge flottait comme une mélodie sur l'air anglais. « Mademoiselle Worthington, je suis venu dès que j'ai pu, » dit Hercule Poirot en s'inclinant légèrement, alors qu'il était reçu par l'hôtesse, toujours visiblement affectée. « Monsieur Poirot, j'ai bien peur que cette affaire soit étrange. » « Très étrange. Personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu. » « Mais ce n'était pas une mort naturelle. » « Je sais. Je me sens, » Poirot hocha gravement la tête, regardant Cecilia avec des yeux qui semblaient lire au-delà des mots. « Mademoiselle, votre intuition m'intéresse, mais ne vous inquiétez pas. Les faits, ils parleront, et j'écouterai très attentivement. » Cette nuit-là, Poirot s'installa dans une chambre de l'aile est. Avant le dîner, il a demandé à voir la salle des coulisses.
Il était accompagné de l'inspecteur Arleston, qui fronçait les sourcils, comme si chaque tapis d'Orient l'irritait plus que le précédent. Monsieur Poirot, dit-il, nous disposons de peu d'éléments. Il n'y a aucun signe d'effraction. Le médecin pense qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque, mais cette chute du cadre, eh bien, Miss Worthington insiste sur le fait que sa tante n'aurait jamais laissé une telle broderie à moitié terminée sur le sol. Poirot examina minutieusement la pièce. L'air sentait la lavande séchée et la laine. Des tapisseries pendaient au mur comme des reliquaires. Sur le canapé, Lady Adélia n'était plus allongée, mais l'empreinte de sa présence demeurait. Poirot marchait lentement, croisa les mains, derrière le dos et s'accroupit près du corps tombé. Il la touchait sans le bouger. « Inspecteur, cousez-vous déjà? Coudre? Non, bien sûr que non. Alors on comprend que vous ne remarquiez pas le plus évident. Ce rack a été jeté à terre, de l'intérieur, et avec colère. Regardez comment les fils sont cassés de manière inégale. Une dame qui brode n'abandonne pas ainsi son travail. Non, non. Il y a eu un moment de tension ici, une émotion. Peut-être. La peur. Arleston le regarda avec scepticisme, mais Poirot se contenta de sourire. La scène de crime, mon ami, n'est pas qu'un lieu. C'est un portrait de l'âme qui l'habitait. Et quelqu'un ici, croyez-moi, n'a pas brodé avec des mains propres. C'est ainsi que l'enquête a commencé. Avec une silhouette tombée, une silhouette encapuchonnée de soie, et un crime qui refusait de ressembler à un crime. Et tandis que le brouillard engloutissait les haies du jardin, Poirot, les sourcils légèrement relevés, se préparait à démêler non seulement les fils d'une broderie, mais ceux de la tromperie humaine. Chapitre 2. La Galerie des Secrets, Wintermere Hall, avec sa façade néoclassique et ses couloirs couverts de portraits de famille, semblait contenir plus d'échos que de voix. Les hautes portes, les planchers en bois grinçant et les tapis qui amortissaient les marches généraient la sensation que le passé regardait avec des yeux cousus de fils invisibles. Poirot, après une nuit de sommeil impeccable, puisque même le crime le plus sordide ne pouvait altérer son méticuleux rituel de repos, lui demanda de commencer à interviewer les personnes présentes. Ce n'est pas l'inspecteur Arleston qui a organisé la commande, mais Poirot lui-même, comme s'il savait déjà sur quelle mélodie il devait accorder chaque instrument de son interrogatoire. Le premier à apparaître fut Miles Dunworthy, le fiancé de Cecilia. Un jeune homme au visage pointu, impeccablement habillé, avec une attitude qui tentait d'osciller entre douleur contenue et politesse britannique. Il était assis en face de Poirot dans la bibliothèque, ses doigts jouant avec une chevalière. « Un terrible malheur !» dit Miles en regardant vers les étagères comme si une explication y était cachée. Adélia était une femme aux opinions bien arrêtées, mais généreuse à sa manière. Poirot pencha la tête. « Fort comment, monsieur? Se sont-ils disputés ces derniers temps? Je n'appellerai pas ça une dispute. » Elle a remis en question la rapidité de mes fiançailles avec Cecilia. Je pensais que nos intentions étaient hâtives. Des opinions archaïques, si je puis dire. Et qu'est-ce que tu as pensé d'elle? Miles hésita. C'était le genre de femme qu'on respecte, mais je n'ai jamais compris son obsession pour les objets.
Tapisseries, reliquaires, cadres anciens. Il était enfermé dans cette chambre, comme s'il s'agissait d'un temple, et parfois elle se parlait toute seule, à propos de choses étranges. Poirot ne le pressa pas. Il en fit une note mentale. Le jeune homme avait dit des choses étranges et non des mots. Le suivant était Évangeline Royce, veuve, élégante, avec une voix douce comme les soupirs d'un mouchoir en dentelle. Elle entra avec un léger parfum de violette et laissa tomber son châle sur le dossier du canapé avec l'aisance de quelqu'un habitué à être observé. « Croyez-vous aux énergies, monsieur Poirot » demanda-t-il sans plus attendre. « Je crois à la logique, madame, mais je ne suis pas insensible aux nuances de l'âme humaine. Adélia sentit une ombre sur cette maison. Il me l'a avoué la veille de sa mort. Il a dit qu'il y avait quelque chose dans le cadre. Pas un objet, une présence, une silhouette encapuchonnée qui apparaissait toujours dans ses rêves. Et puis, il s'est mis à le broder, sans savoir. » Pourquoi Poirot s'inclina légèrement. « Et tu y as cru. Monsieur, j'ai été veuve 3 fois. J'ai appris à ne pas rejeter l'inexplicable. Certaines choses ne demandent pas d'explication. Juste du respect. » Poirot reconnut ces paroles, en s'inclinant légèrement. « Les rêves peuvent mentir, mais le subconscient brode rarement sans but. » Puis c'est arrivé Henri Lestock, grand, aux épaules affaissées et à la voix à peine soutenue. Il portait une écharpe grise qu'il enroulait entre ses doigts, comme s'il s'agissait d'une corde invisible. J'aimerais que cela soit résolu bientôt. La mort de ma tante est tragique, certes, mais il y a des démarches, des héritages, des choses auxquelles il faut s'occuper. Vous parlez comme un homme pratique, monsieur Lestock, observa Poirot. Étiez-vous dépendant d'elle financièrement? J'espérais de l'aide, oui. Ils ne m'ont encore rien dit sur le testament. Je ne pense pas que cela ait de l'importance. Poirot haussa un sourcil. Étiez-vous présent lorsque le corps a été retrouvé? Non. J'étais dans la serre. La servante le sait. Poirot écrivit mentalement l'alibi. Non pas parce que j'y croyais, mais parce que tout alibi a besoin du frottement du temps et des contradictions pour se dénouer. Finalement, ce fut au tour de Rosalind Bexley, la servante d'Adélia. Avec un visage discret, un regard bas et des mains rugueuses à force de travailler. Il entra sans dire un mot et attendit les instructions comme une ombre obéissante. Mademoiselle Rosalinde, dit doucement Poirot, étiez-vous proche de votre maîtresse? Elle m'a fait confiance. Il m'a laissé nettoyer la pièce, mais pas toucher à ses étagères. Pas un. Je ne pouvais que trembler. Savez-vous, qui d'autre est entré là-bas? Seulement Lady Adélia, parfois Madame Royce, mais pas quand elle brodait. Et la nuit de sa mort, Rosalinde baissa encore plus son regard. Ses doigts se tordirent comme s'il brodait un nœud qu'elle ne savait pas défaire. J'ai entendu quelque chose. Pas un cri, un halètement, comme si quelqu'un avait vu quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Mais quand je suis arrivé, la porte était fermée. Poirot hocha la tête, satisfait du témoignage. Il n'a plus posé de questions. Parfois, l'omission en dit plus que l'aveu. À la tombée de la nuit, Poirot sortit se promener dans les jardins, les mains derrière, le dos le pas mesuré. La brume recommençait à s'accumuler sur les haies, et les ombres s'allongeaient comme de longs murmures. Cécilia
le rejoignit en silence. Pensez-vous que c'était un meurtre? Poirot la regarda doucement. Mademoiselle, je ne sais toujours pas, mais je vais vous dire ceci. Quelqu'un ici a brodé un mensonge sur la toile de cette maison. Et moi, avec patience, je retrouverai le fil détaché. Chapitre 3. Les points inversés. À l'aube suivante, une faible lueur argentée filtrait sa lumière à travers les rideaux de l'aile est. Hercule Poirot, désormais habillé avec une précision impeccable, descendit dans la salle à manger, où une longue table silencieuse attendait les convives comme s'il s'agissait d'un tribunal attendant le verdict. Les premiers à arriver furent Cecilia et Miles. Ils s'assirent ensemble, mais avec une distance mesurée entre leurs tasses. Poirot le remarqua sans lever les yeux de son toast. Un silence différent de celui du deuil, plus proche de l'inconfort. Peu de temps après, Evangeline Royce est apparue enveloppée dans un châle lilas, comme si la mort avait éveillé son goût pour le dramatique. Henri Lestock était le dernier, échevelé, comme si la nuit avait été plus longue pour lui que pour les autres. Rosalinde, la femme de chambre, servait avec sa discrétion habituelle. Il n'a pas dit un mot, mais il a regardé. Poirot la regardait regarder. Un petit déjeuner silencieux, murmura Poirot. Sera-ce du chagrin ou de la peur? Cecilia était la seule à sourire. À peine. Les deux, peut-être. Poirot posa la tasse en porcelaine sur sa soucoupe avec une précision mathématique. Aujourd'hui, je vais vérifier les chambres, avec votre permission, bien sûr. Je m'intéresse à l'espace habité par l'esprit de ceux qui sont ici. Henri fronça les sourcils. Pensez-vous que le meurtrier a laissé un indice sur votre coiffeuse, Poirot? Pas nécessairement, mais les environnements révèlent plus que ce que leur propriétaire pense. Même l'ordre ou le désordre d'une commode peut murmurer des intentions cachées. La première pièce qu'il examina était Dame Adélia, toujours intacte. Une combinaison d'antiquité et d'obsession esthétique. Dentelle des Flandres, rideaux brodés à la main, collection d'images religieuses, anciennes suspendues au-dessus de la tête du lit. Sur la commode, cependant, un détail discordant. Un flacon de parfum au bouchon mal ajusté. Poirot le ramassa avec son mouchoir. Il la sentit. Violette avec fond en bois. Ce n'était pas un parfum pour une femme de son âge. Madame Royce, murmura-t-il. Poirot nota le détail sans le juger. Il se rendit ensuite dans la chambre de Rosalinde. Nettoie même le monastique. Pas un ornement, pas une lettre, pas une photographie. Juste une Bible en lambeaux et un dé à coudre usé. L'ordre n'était pas l'inquiétude, mais la résignation. Celui de Miles, en revanche, révélait un chaos contenu. Foulards en soie, gants en désordre, livre de Shakespeare ouvert sans marque-page. Sur la table, une lettre froissée à en-tête de banque. Poirot n'y toucha pas, mais le lut d'un coup d'œil. Report de paiement. Intérêts en souffrance. Raison numéro 2. Evangeline Royce avait la chambre la plus parfumée, la plus étouffante. Une commode avec plusieurs bouteilles ouvertes, dont le même arôme retrouvé dans la chambre d'Adélia. Poirot sourit légèrement. Madame Royce n'avait pas été aussi prudente.
La chambre d'Henri, en revanche, semblait à moitié vide. Il n'y avait pas de livre, juste un vieux journal avec le titre d'une vente aux enchères d'art ecclésiastique. Poirot haussa les sourcils. Madame Adélia était connue pour ses collections religieuses. Héritage ou désir? Cet après-midi-là, Poirot a demandé à être laissé seul dans la salle des coulisses. L'inspecteur Arleston, quelque peu résigné à sa méthode peu orthodoxe, a accepté. Poirot s'assit dans un fauteuil, croisa les jambes et regarda autour de lui comme s'il était un spectateur dans un théâtre invisible. Le support était toujours là, soigneusement remis à sa place, mais intact. En son centre, la broderie du personnage encapuchonné est restée incomplète. Ce n'était pas symétrique. Les points du côté gauche étaient plus fermes que ceux du côté droit. Il se leva et sortit une loupe de sa poche. « Curieux, dit-il doucement. Les derniers points ne correspondent pas aux précédents. L'angle du fil est inversé, comme si Une autre main, moins expérimentée, avait tenté de poursuivre ce qu'elle n'a pas compris. Il passa délicatement ses doigts dans les fils. Il y avait une tension différente, presque forcée. Poirot ferma les yeux un instant. Ce n'est pas une broderie, c'est un message, une tentative désespérée de dire quelque chose. Avertir? Il retourna vers le canapé. Là où Lady Adélia a été retrouvée, il y avait bien plus que la marque sur son corps. Poirot s'agenouilla avec précaution. sous le coussin, presque imperceptible, un fil détaché. Il le tira doucement. Un petit morceau de papier plié en sortit, taché de ce qui semblait être de l'encre tachée. Il l'a déplié. C'était une phrase inachevée. Il n'est pas celui qu'il semble être. Le Bastille, Poirot ne sourit pas. Ses yeux, cependant, brillaient d'une étincelle de certitude. Au crépuscule, Poirot était dans le salon près du feu. L'orage annoncé depuis midi commença à grincer dans le ciel, comme un tambour lointain. Cécilia entra, le visage pâle. « As-tu découvert quelque chose ?» Poirot tourna lentement la tête. « J'ai commencé à découvrir ce que d'autres craignent de découvrir, mademoiselle. Il existe de nombreuses façons de tuer. Certains restent silencieux, comme une aiguille qu'on enterre sans laisser de traces. Et d'autres, comme les broderies inachevées, elles laissent juste ce qu'il faut pour voir ce que personne ne veut voir. Chapitre 4. La broderie silencieuse. La pluie tombait sur Wintermere Hall avec la persistance d'un métronome funèbre. Les fenêtres du salon tremblaient à chaque rafale, et le feu de la cheminée crépitait comme s'il répondait à un langage secret. Poirot, assis près du foyer, ne lisait ni n'écrivait. J'ai observé. Comme si on attendait que la maison, dans sa mélancolie, se décide enfin à parler. Ce fut Rosalind qui rompit le silence, d'un pas furtif et d'un tremblement dans la voix. Monsieur Poirot. Quelque chose d'autre s'est produit cette nuit-là. Mais je ne savais pas si je devais le dire. Poirot leva les yeux. Calme? C'est précisément le moment, mademoiselle. Aucun détail n'est trop petit lorsqu'il s'agit de criminalité. Rosalind baissa les yeux.
J'ai vu Madame Royce quitter la salle des coulisses, peu de temps avant que le corps ne soit retrouvé. Et tu n'en as pas parlé avant? Elle a dit qu'elle était venue chercher Dame Adélia, mais qu'elle ne l'avait pas trouvée. Je ne voulais pas la contredire. Il a des manières très convaincantes. Poirot hocha la tête. La menace, pensait-il, ne prend pas toujours la forme d'une arme à feu. Parfois, cela prend la forme d'une réputation ou d'un regard qui Exige le silence. Merci, mademoiselle. Et tu as vu autre chose? Non. Seulement, quand elle est sortie, elle portait quelque chose, enveloppé dans son châle. Cela ressemblait à une boîte. Ou un livre? Poirot ne la pressa pas. Rosalinde. avait déjà rompu une loyauté qui, dans des maisons comme celle-ci, durait généralement plus longtemps que l'amour lui-même. Cet après-midi-là, Poirot visita de nouveau la bibliothèque. Il trouva Évangeline Royce au piano, tournant les touches sans jouer une seule note. « Madame, » dit Poirot en s'approchant poliment, « je suis désolé d'interrompre votre contemplation, mais je dois vous demander, que faisiez-vous exactement avant que Lady Adélia ne soit retrouvée ?» Elle tourna lentement la tête. Je vais vous dire la même chose que j'ai dite à l'inspecteur. Je traversais la galerie de portraits. Il se souvenait d'époques plus simples. Adélia et moi partagions une certaine sensibilité spirituelle. Et cette sensibilité incluait l'utilisation de votre parfum préféré, demanda Poirot d'un ton doux mais ferme. Un bref clin d'œil, puis un sourire. L'avez-vous trouvé dans votre chambre? Comme vous êtes minutieux, monsieur Poirot. Adélia me le demandait parfois. Cela lui rappelait sa jeunesse. Est-ce pertinent? Poirot baissa la tête. Parfois le parfum de la vérité se cache sous des couches de courtoisie, madame. Mais même un parfum persistant laisse sa trace. Poirot demanda plus tard à voir le contenu du placard des reliques de Lady Adélia. Cécile, toujours pâle mais ferme, l'accompagnait. La pièce était fermée à clé, mais Cécilia en avait une copie. En ouvrant la porte, une odeur de vieux bois et de cire d'église emplit l'air. Ma tante gardait ici ses objets les plus précieux. Certains précieux, d'autres uniquement symboliques. Elle disait que les choses brodées de foi gardaient une partie de l'âme de celui qui les créait. Poirot marchait entre les étagères comme s'il traversait un sanctuaire. Il s'arrêta devant une étagère vide. Qu'y avait-il ici? Cécile hésita. Il hésita. Une petite urne en argent. Je n'ai jamais su ce qu'il contenait. Mais ce n'est pas là. Poirot la regarda du coin de l'œil. Pensez-vous que quelqu'un aurait pu prendre quelque chose dans cette pièce la nuit du crime? Peut-être. Mais je ne comprends pas pourquoi. Poirot non plus pour l'instant. Mais dans son esprit, les pièces commençaient à tourner lentement, mais en s'alignant avec une précision mathématique. Cette nuit-là, dans la salle à manger, Poirot remarqua une nouvelle tension. Mills évita le regard d'Henri. Rosalinde servait plus maladroitement. Et Évangeline, avec une élégance lointaine, semblait plus occupée à garder son calme qu'à dîner. Poirot rompit le silence. « J'ai observé quelque chose d'intéressant. La broderie inachevée que Lady Adélia a laissée
n'a pas été terminé par elle. Les dernières coutures ont été réalisées par une autre main. Cécilia fut surprise. « Êtes-vous en sécurité ?»« Complètement. » Et cette personne voulait Représenter quelque chose, un personnage encapuchonné. Mais pourquoi ma tante disait, intervint Cécilia, que la broderie qui n'est pas terminée. contient une vérité que le fil ne peut plus retenir. Poirot hocha lentement la tête. Exactement, mademoiselle. Parfois, quand on a peur de parler, on brode. Henri renifla. Êtes-vous en train de dire que quelqu'un a utilisé le cadre comme aveu? Ou comme un avertissement, dit calmement Poirot. Mais nous ne savons toujours pas à qui était destiné cet avertissement, ni quel danger il représentait. Le silence redescendit sur la table comme un lourd voile. Poirot les regarda un par Un, comme s'il évaluait le poids de la culpabilité dans les moindres gestes. Plus tard, seul dans sa chambre, Poirot ouvrit son carnet. Il y avait une phrase en haut, écrite en majuscules, « Qui peur de la vérité ?» Ci-dessous, les noms. Un mot à côté de chacun. Mills, dette. Évangéline, cachet. Henri, attendez. Rosalinde, peur. Cécilia, soupçon. Poirot ferma le carnet. Il éteignit la lampe d'un geste précis et murmura dans l'air, comme s'il s'adressait à l'âme brodée de Dame Adélia. « Mademoiselle, tu as brodé la peur, mais je vais broder la vérité. » Chapitre 5. L'urne d'argent. Le lendemain, matin arriva avec un ciel plombé et une faible brume qui enveloppait les haies du jardin comme une promesse de secret encore à émerger. Poirot, comme à son habitude, prit son petit déjeuner seul et sans hâte. Il but son café noir, chaud, fort, non sucré, et lut lentement les lignes d'un livre relié en cuir qu'il avait sorti de son propre bagage. La psychologie de Burr, la tromperie. Peu de temps après, il a demandé à parler seul avec Cécilia. « Mademoiselle, il y a quelque chose qui m'inquiète. » Vous avez mentionné que l'urne en argent manquante était l'une des pièces les plus précieuses de votre tante. Savez-vous si cela avait une valeur économique ou une valeur symbolique? Cécilia prit un moment. Je pense aux deux. C'était... Un cadeau de sa jeunesse, m'a-t-elle dit, d'un gentleman avec qui, eh bien, qu'elle n'a jamais épousé. Il l'a gardé sur cette étagère avec une lettre scellée et quelques fleurs séchées. Il l'appelait son coin non avoué. Poirot plissa les yeux. « Ah, mon amour, à cause de tant de folie et de tant de crimes. Et cette lettre? Il a disparu avec l'urne. Poirot se leva. Il se dirigea vers la fenêtre. Il regarda le jardin silencieux, puis murmura. Ce n'est donc pas seulement un objet qui a été volé. Cela faisait partie de son âme, quelque chose qui devrait rester caché, jusqu'à ce que quelqu'un décide de ne pas le faire. Ce jour-là, Poirot demanda à l'inspecteur Arleston de l'accompagner au bureau d'Henry Lestock. Même si ce n'était qu'une chambre d'amis, Henry l'avait transformé en bureau temporaire. Quand ils arrivèrent, ils le trouvèrent en train de mélanger des papiers avec une nervosité évidente. « Monsieur Lestock, êtes-vous mal à l'aise avec notre visite ?» demanda Poirot avec une politesse brève. « Non, bien sûr que non, je... » vérifiait certaines choses. Correspondance en retard, Poirot laissa passer quelques secondes. Est-ce que cela inclut une lettre de Madame Adélia, écrite avant sa mort? Henri pâlit. Qu'est-ce que tu insinues? Rien pour l'instant. Seul quelqu'un a volé une urne et une lettre. Et que vous, monsieur,
semblait trop intéressé par les questions juridiques pour quelqu'un qui vient à peine d'enterrer sa tante. Henri. Se leva. Elle m'a promis qu'elle m'aiderait avec un prêt. Il a dit qu'il le mettrait par écrit. Si cette lettre a disparu, ne voyez-vous pas que moi aussi, j'ai été blessé? Poirot hocha simplement la tête. La motivation économique a poussé comme un champignon après la pluie, mais quelque chose dans son expression était trop calculé, comme un acteur qui ne trouve toujours pas le ton juste. Dans l'après-midi, Poirot retourna dans la salle des coulisses. Cette fois, il n'était pas seul. Rosalinde essuyait le sol avec un chiffon humide, sans lever les yeux. Poirot observa ses mouvements éviter soigneusement une section du socle en bois, juste en dessous de l'étagère où reposait l'urne. « Mademoiselle, dit-il doucement, puis-je vous demander ce que vous craignez de trouver sous cette plainte ?» Rosalinde s'arrêta. Le tissu lui glissa des mains. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai seulement vu qu'il était lâche, comme si quelqu'un l'avait forcé de l'intérieur. Mais je n'ai rien dit. Je pensais que ce n'était pas ma place. Poirot s'accroupit. Du bout de sa canne, il exerce une pression. Le morceau de bois céda facilement. À l'intérieur, caché parmi la poussière et les éclats, se trouvait un objet enveloppé dans un mouchoir. Une petite urne en argent, bosselée dans un coin. Rosalinde retint son souffle. Poirot la regarda. Le coupable avait l'intention de l'emmener, mais quelque chose l'a poussé à renoncer. Peut-être qu'il n'avait pas le temps. Peut-être que cela a été interrompu. Ou peut-être qu'il avait peur. Ce soir-là, Poirot a convoqué une conversation informelle dans le salon. Le feu crépitait. La tempête avait cessé, mais l'atmosphère était plus tendue que jamais. Ils sont tous venus. Même Henri, le visage rigide. Même Évangéline avec son air de supériorité intact. « Messieurs, dit Poirot, élevant à peine la voix, j'ai trouvé l'urne de Lady Adélia, cachée et endommagée. Ce qui me fait penser qu'il n'a pas été volé dans un but de vol, mais plutôt dans une volonté de le dissimuler. Et cela, vous l'aurez compris, change beaucoup de choses. » Miles fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que cela implique, exactement ?» Poirot le regarda avec une expression qui semblait à la fois gentille et dévastatrice. « Cela implique que le crime, s'il y a eu un crime, n'était pas dû à l'avidité, mais à cause de la honte, de peur qu'une vérité intime ne éclate. » Au grand jour, une vérité que quelqu'un ici considérait comme dangereuse. Évangéline ajusta lentement son châle. « Es-tu en train de dire que quelqu'un a tué Adélia pour l'empêcher de révéler... » Quoi? Une romance de jeunesse? Peut-être plus que ça. Peut-être un secret qui liait un autre membre de cette maison. Ou alors, cela menaçait de détruire une image soigneusement construite. Le silence envahit la pièce. Rosalinde regarda le sol. Cécilia regarda Poirot comme si elle ne pouvait pas décider si elle voulait écouter davantage ou se boucher les oreilles. Poirot se leva. « Nous dormirons ce soir en sachant plus qu'hier. Mais ce n'est toujours pas suffisant. À demain, mes amis. Les réponses ne sont pas criées, elles sont murmurées, puis brodées, point par point. » Chapitre 6. Le châle au parfum de mensonge. La brise matinale passait par les fenêtres comme un murmure froid. Wintermere Hall, silencieux après la révélation de l'urne retrouvée,
semblait retenir son souffle. Les visages étaient les plus tendus pendant le petit déjeuner. Les silences furent plus longs, comme si les cuillères évitaient de teinter de peur, de réveiller une accusation latente. Poirot mangeait comme toujours, méthodiquement, par petites portions, essuyant sa serviette avec une précision presque chirurgicale entre chaque gorgée de café. Je n'avais pas besoin d'autres indices ce matin-là. Juste une observation. C'est Évangéline qui a rompu le silence. Alors, monsieur Poirot, pensez-vous que quelqu'un ici a caché cette urne par honte ou par jalousie? Poirot leva les yeux, comme si cette question lui avait été posée avec la précision d'une déduction involontaire. Madame, la jalousie est une raison classique, mais je n'exclus pas la peur. Peur de ce que cette urne pourrait symboliser ou révéler. Cécilia laissa tomber la cuillère sur la soucoupe. Henri, en revanche, semblait s'y attendre. Et avez-vous pensé, monsieur Poirot, que peut-être votre tante l'a cachée elle-même? Poirot pencha légèrement la tête avec un sourire indulgent. Une théorie valable, mais difficile à soutenir quand la dissimulation implique une violence contre un objet qu'il adorait et quand la lettre qui l'accompagnait a disparu sans laisser de traces. Henri ne répondit pas, mais Évangéline, oui, et pas avec des mots. Le même après-midi, Poirot leur demanda de lui apporter le châle que portait Madame Royce le jour du crime. Rosalie le remit silencieusement, enveloppé dans du papier de lin. Poirot l'étala sur la table, comme une carte. C'était un châle épais, fait de laine brodée à la main. À première vue, innocent. Mais Poirot le tenait sous la lampe. À une extrémité, il y avait des fils tordus. Une double couture précipitée et à peine perceptible. Il a défait l'ourlet avec des pinces. Et là, glissé comme un billet oublié, il trouva quelque chose d'inattendu. Une petite fleur séchée, brunie par l'âge, encore entière malgré sa fragilité, et un nœud de ruban violet noué comme un ornement funéraire. Poirot ne dit rien. Il se contenta de regarder la fleur pendant de longues secondes. C'était un gentiane alpine. Et il l'avait déjà vu, ni dans un herbier, ni dans un jardin, mais parmi les affaires de Dame Adélia, dans un vieux portrait, encore accroché dans la galerie, une jeune Adélia avec la fleur à la boutonnière, tenant le bras d'un homme dont le visage a été griffé, peut-être par le temps ou par quelqu'un d'autre. Poirot enroula à nouveau le châle et se dirigea vers les jardins, où Madame Royce se promenait comme elle le faisait chaque après-midi, feignant l'indifférence face au vent. Une fleur séchée, madame, dans son châle. Savez-vous ce que cela représente? Bien sûr, symbolise l'amour constant. Poirot hocha la tête. Et pourtant, tu l'avais cachée, cousue en secret. Cette fleur appartenait à Lady Adélia. Je l'ai vue dans un portrait. Vous l'avez volée ou gardée après votre mort. Évangéline n'a pas changé d'expression. C'était un souvenir. Elle me l'a donné il y a des années. Où l'a-t-il enlevé la nuit de sa mort? Silence. Puis un sourire glacial. Et si c'était le cas? Est-ce un crime de garder une fleur? Poirot s'inclina légèrement. Non, madame. Mais il est suspect de modifier un châle que vous dites ne pas avoir porté avant le crime. Les petits mensonges, comme les points cachés,
ont l'habitude de dévoiler des vérités plus vastes. Évangéline n'a pas répondu. Il a continué à marcher, mais pas avec la même légèreté. Cette nuit-là, Poirot rejoignit Rosalinde dans la cuisine. Elle avait les mains enfouies dans la farine, préparant du pain, mais ses yeux continuaient de fixer le détective. « Vous voyez plus que vous ne le dites, monsieur Poirot, et tu écoutes plus que tu n'en as l'air. » Rosalinde baissa les yeux. « J'ai entendu Madame Royce et Lady Adelia se disputer la nuit précédente. Avant tout, ils se disputaient à propos d'une lettre et pour un nom qui, selon Madame Royce, ne devrait pas être révélé. Quel nom? Je n'ai pas bien entendu. Je sais seulement que ça s'est terminé par un claquement de porte et que Lady Adelia a pleuré après, pas comme quelqu'un qui est triste, mais comme quelqu'un qui a été trahi. » Poirot porta la main à son menton. Le portrait, la fleur, la lettre manquante. Le contenu émotionnel de l'urne n'était plus seulement symbolique. C'était une menace. En quittant la cuisine, Poirot croisa Miles Dunworthy, qui montait précipitamment les escaliers avec quelques papiers à la main. En le voyant, il hésita une seconde. « Quelque chose à déclarer, monsieur Dunworthy ? » ?»« Seulement mon impatience, Poirot. » »« Combien de temps encore cela va-t-il durer ? Cécilia a besoin de paix. Cette maison est malade. » Poirot le regarda partir. « Oui. »« Monsieur, » murmura-t-il dans le vide, marre des secrets. Cette nuit-là, dans sa chambre, Poirot écrivit une seule ligne dans son carnet. Le crime n'était pas pour l'argent, c'était pour l'amour. Mais pas l'amour que tout le monde imagine. Il ferma le cahier. Il a éteint la lumière. Le métier de mensonge était presque terminé. Chapitre 7. Le nom gratté du portrait. La galerie de portraits de Wintermere Hall était un long couloir silencieux, où le temps semblait s'être arrêté pour poser au nez, côté de générations de visages nobles. Les murs, recouverts de velours rouge foncé, confèrent aux peintures une solennité ecclésiastique. Certains portraits étaient récents, d'autres du siècle dernier, mais chacun semblait garder ses propres vérités, encadré et assourdi par le pétrole. Poirot, avec des gants blancs et un pas lent, s'arrêta devant un en particulier. La jeune Adélia Lestock, les cheveux attachés, dans une tresse ornée de gentianes bleues, souriait à peine devant le tableau. À côté d'elle, un monsieur mince et élégamment vêtu lui tendit la main. Mais son visage avait été griffé avec quelque chose de pointu, soigneusement, mais sans relâche. Et sur la plaque inférieure, seules les lettres sont restées. Forever, A. Poirot passa son doigt sur le cadre. Puis il appela Rosalinde, qui attendait sur le pas de la porte. Qui était-il? Rosalinde s'approcha prudemment, comme si elle avait peur de réveiller les fantômes. « Je ne sais pas, monsieur. Madame Adélia n'a jamais prononcé son nom. Il a seulement dit qu'il avait aimé une fois et qu'il n'était pas autorisé à le répéter. Qui a retiré le nom de cette plaque? Personne ne le sait. Le portrait était comme ça avant mon entrée dans le service. Cécilia a dit un jour que sa tante avait effacé le nom de ses propres mains. » Poirot hocha la tête. L'amour refusé pourrait être plus féroce que l'amour perdu. Mais il y avait
Autre chose, le ruban violet sur le châle, la fleur cachée, la lettre manquante, tout indiquait non seulement un vieux scandale, mais aussi une identité que l'on voulait à tout prix cacher. Plus tard dans la journée, Poirot demanda à Cecilia de l'accompagner au bureau privé de Lady Adelia. Là, à côté d'une haute fenêtre, se trouvait un bureau avec une serrure. « Aviez-vous une clé, mademoiselle ?»« Oui, » répondit-elle, la voix basse. « Mais je ne l'ai jamais utilisée. Cela me semblait être un sanctuaire. » « Je l'ai laissé intact depuis sa mort. » Poirot prit la clé d'un geste prudent. Lorsqu'il ouvrit le bureau, il se trouva face à une collection intime. Des coupures de journaux, des vieux stylos, des enveloppes avec de la cire cassée. Et une boîte à musique qui, une fois ouverte, laissait échapper une mélodie douce et mélancolique. Sous la couverture, il trouva une enveloppe sans adresse et non timbrée, juste une inscription d'une écriture ferme. « Il ne faut pas le lire de mon vivant. »« Peu ?» demanda Poirot. Cecilia hocha la tête en silence. La lettre était brève. Quelques lignes. J'ai caché son nom pour toujours, mais pas sa mémoire. Personne dans cette maison ne doit savoir qu'il était le père de ma fille. J'ai honte du scandale qui n'a pas eu lieu, pas de l'amour que j'ai vécu. Ce que je garde dans l'urne ne sont pas des cendres, mais des promesses qui n'ont jamais été tenues. Que Cecilia me pardonne le silence, que personne ne l'utilise jamais contre elle. Poirot plia la lettre lentement, comme si quelqu'un fermait le couvercle d'un cercueil émotionnel. « Le saviez-vous » Cecilia secoua la tête, les yeux vitreux. « Mon père !»« On m'a toujours dit qu'il était mort avant ma naissance. Je n'en ai jamais trop demandé. Il y avait de la honte dans l'air. Mais maintenant, je comprends pourquoi Lady Adelia m'a autant protégé. Pourquoi il me surveillait même si je ne le demandais pas. « Et comprenez-vous, dit doucement Poirot, pourquoi cela aurait pu être la raison pour laquelle quelqu'un, après l'avoir découvert, aurait essayé d'effacer plus qu'un nom sur une assiette? Cette nuit-là, Poirot convoqua Henri Lestock à la bibliothèque. « Monsieur, dit Poirot sans détour, saviez-vous que Cecilia n'est pas la fille de celle en qui elle croit ?» Henri pâlit visiblement. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Insinuer, non. Affirmer, oui. Vous l'avez découvert ? Récemment. Peut-être pour une lettre. Peut-être pour un portrait qui ne l'intéressait pas avant et qui l'intéresse maintenant. Et ça semblait intolérable. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Que pour quelqu'un de si préoccupé par l'héritage, découvrir que sa nièce préférée était une fille illégitime a dû être une amère révélation. Et si Adélia envisageait de tout lui laisser par amour et par remords, Henri déglutit. Je n'en avais aucune preuve, juste des rumeurs. Même elle ne le savait pas. Mais vous, monsieur, saviez qu'une lettre pouvait confirmer votre crainte. Et quand il a su que cette lettre était dans l'urne, « Je ne l'ai pas tué !» criait. « Oh mon Dieu, je ne l'ai pas tué !» Mais oui, je l'ai cherchée. Je voulais lire cette lettre avant qu'elle ne parvienne entre les mains d'un avocat. Poirot ne l'interrompit pas. Il savait distinguer entre un aveu d'intention et un aveu d'action. Et Henri, bien que moralement coupable, ne semblait pas avoir eu le courage de commettre ce crime. Peu de temps après, Poirot écrivit dans son carnet. La lettre a été le déclencheur, le crime, un acte de protection ou de désespoir. Le coupable n'était pas celui qui pouvait perdre le plus, mais celui qui craignait le plus
que les autres gagnent. Le réseau se rétrécissait, et Poirot avait déjà le prochain point. En tête, chapitre 8, la musique de la boîte incomplète. La pluie a de nouveau martelé les vitraux de Wintermere Hall aux petites heures du matin. À chaque éclaboussure d'eau sur le verre, il semblait que la maison rétrécissait un peu plus, comme si elle savait que son secret était sur le point d'être révélé. Poirot, cependant, ne dormait pas. Il avait posé la petite boîte à musique sur le bureau de dame Adélia et l'observait comme s'il s'agissait d'un témoin réticent à témoigner. D'un délicat tour de clé, la boîte recommença à émettre sa faible mélodie. 5 notes, puis une pause, et enfin 2 accords finaux qui ne convenaient pas tout à fait. « Curieux, murmura Poirot. Une mélodie qui ne se termine pas comme elle a commencé, comme si quelqu'un avait changé sa fin. » C'est alors qu'il remarqua que le mécanisme, bien qu'intact, présentait une légère résistance, un poids déséquilibré. Il ouvrit prudemment la boîte, examina son fond rembourré et découvrit l'inattendu. Un compartiment caché, si subtil qu'on ne pouvait le distinguer que par une ligne de couture différente des autres. À l'intérieur, il y avait un petit pendentif en forme de larme et une vieille photographie déchirée en 2. L'image montrait à nouveau Lady Adélia, jeune, portant un chapeau à large bord. À côté de lui, la silhouette d'un homme qui avait été coupé. Mais quelque chose dans le bord déchiré a attiré l'attention de Poirot. Un bout d'uniforme, des boutons dorés, avec un motif naval. Le détective ferma les yeux un instant. Ce n'est pas seulement une romance de jeunesse, c'est une histoire qui aurait dû être enfouie au fond de l'océan et qui est revenue flottante comme des secrets que personne ne parvient à sombrer pour toujours. Le lendemain matin, Poirot a demandé à parler en privé avec Cécilia dans le salon de thé. « Mademoiselle, j'ai besoin de vous poser une question difficile. Savez-vous si votre mère, la femme qui vous a élevé, était impliquée dans la famille Lestock avant son mariage ?» Cécilia semblait chercher ses mots au milieu de la vapeur dans sa tasse. « Il ne m'en a jamais parlé. Ma mère était réservée. Il est mort quand j'étais petite et c'est Lady Adélia qui a pris soin de moi depuis. J'ai toujours su qu'il y avait des non-dits. » Poirot posa la photo déchirée et la boucle d'oreille sur la table. C'était dans la boîte à musique. La photographie a été volontairement déchirée et le pendentif appartient à l'uniforme naval des officiers français. Reconnaissez-vous quelque chose ? Non, répondit-elle, mais sa voix vacilla tandis qu'elle le disait. Bien que cette boucle d'oreille semble étrangement familière, comme si je l'avais vue dans un rêve. Pas dans les rêves, mademoiselle, corrigea doucement Poirot, dans des souvenirs voilés par le temps. Son père, je suppose, était un officier étranger, peut-être fiancé à Lady Adélia, peut-être pas, mais ce secret a été enfoui trop soigneusement, et maintenant, quelqu'un a fait tout son possible pour vous empêcher de le découvrir. Cécilia détourna le regard. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, Poirot perçut en elle un tremblement, non pas de tristesse, mais d'identité brisée. Le même après-midi, Poirot trouva Miles Dunworthy en train de fumer un cigare sous la pergola, comme s'il essayait de se protéger du temps et du crime. « Un instant, monsieur ?» Miles expira un filet de fumée avant de répondre. « Veux-tu savoir si j'ai quelque chose à voir avec le passé de Cécilia ? Je suis désolé, Poirot, mais
Je ne suis tombé amoureux que de la femme que j'ai rencontrée, pas de son héritage, ni de ses scandales familiaux. » Poirot sourit à peine. « Très noble. Mais vous n'avez pas été si indifférent lorsque vous avez appris l'éventuelle exclusion de l'héritage, n'est-ce pas ?» Mills haussa les épaules. « Personne ne peut dire qu'il ne se soucie pas de l'argent. Mais cela ne fait pas de moi un meurtrier. »« Non, » acquiesça Poirot. « Mais cela en fait une pièce intéressante. Savez-vous que Lady Adelia avait rédigé une nouvelle version de son testament? » Miles haussa les sourcils. « C'est vrai ?» Poirot ne répondit pas directement. La copie était dans le coffre-fort de son bureau. Seule Adelia possédait la combinaison. Et quelqu'un d'autre l'a apparemment découverte. Miles jeta sa cigarette par terre, l'éteignit avec son pied et partit sans dire un mot. À la tombée de la nuit, Poirot appela l'inspecteur Arleston et lui demanda de vérifier tout le contenu du coffre-fort. Parmi les anciens documents, actes et lettres de correspondance internationale, ils trouvèrent une enveloppe marquée à l'encre passée, confidentielle, ouverte uniquement si ma vie est en danger. « Et pourtant, dit Poirot en examinant la date, cela n'a jamais été ouvert. » L'inspecteur le regarda, confus. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Poirot ferma l'enveloppe avec une délicatesse presque cérémonielle. « Cela veut dire que Lady Adelia savait que son secret pouvait la tuer. » Non pas parce qu'elle l'a révélé, mais parce que quelqu'un d'autre, après l'avoir découvert, n'a pas pu permettre que cela se révèle. Et puis, alors que la lune sortait de derrière le vitrail, comme un œil blanc, vigilant, Poirot se tourna vers la porte. « Demain soir, inspecteur, nous rassemblerons tout le monde. Le rideau est sur le point de tomber. » Et ce travail, croyez-moi, ne se termine pas dans le silence. Chapitre 9. Le rideau du jugement. Le soir tombait avec une lenteur cérémonielle sur Wintermere Hall et l'air semblait s'épaissir à chaque minute qui passait. Comme si le manoir, sentant que quelque chose allait se révéler, retenait son souffle entre ses murs couverts de secrets. À 7 heures, comme Poirot l'avait demandé, toutes les personnes impliquées se sont rassemblées dans la salle des coulisses. Le choix du lieu n'est pas un hasard. Là commençait l'énigme, et là, si les fils ne reposaient pas, sa fin se dénouerait. Le cadre restait en place, témoin silencieux de tous les regards qui évitaient désormais de se croiser. Poirot se tenait près de la cheminée. Sa silhouette projetait une ombre longue et précise sur le tapis. À côté de lui, l'inspecteur Arleston feuilletait un cahier sans grande conviction. Tout le monde attendait que Poirot parle. Mais lui, avec une méthode théâtrale, les regardait un à un. « Mesdames et messieurs, ce soir je n'accuserai personne, pas encore. Ce soir, réfléchissons. » Il s'approcha lentement du cadre où cette silhouette encapuchonnée était encore en train d'être brodée. Lady Adelia n'est pas morte par hasard, ni d'une maladie soudaine. Elle est morte, entourée de symboles, une figurine brodée qu'elle n'a pas terminée, une fleur qui était cachée, un châle modifié, une urne a bougé de place, une lettre qui a disparu, un portrait déchiré, et enfin une boîte à musique à la mélodie incomplète. Poirot se tourna vers eux, sa voix calme mais vibrante. « Trop de détails, non ?» Et pourtant, tous liés par une chose, la peur que la vérité soit révélée.
Miles fronça les sourcils. Quelle vérité exactement? La vérité d'un passé effacé, répondit Poirot. Un amour interdit, une grossesse cachée, une fille élevée comme une nièce, et une maison construite sur l'apparence et non sur la sincérité. Cécilia bougea légèrement sur sa chaise. Henri resta rigide. Rosalyn, presque imperceptiblement, serra les mains sur ses genoux. Lady Adélia, dans sa vieillesse, ne craignait pas pour sa réputation. J'avais peur pour Cécile. Alors que se passerait-il si quelqu'un décidait d'utiliser son origine illégitime pour la discréditer, la déshériter ou la manipuler? Poirot fit un pas vers le centre de la pièce. Quelqu'un a trouvé la lettre. Il l'a lue. Il a compris que Cécilia hériterait de tout, pas par le sang, mais par la loyauté émotionnelle. Et ce quelqu'un, craignant de perdre, le pouvoir a décidé d'agir. Les personnes présentes se sont déplacées sur leur siège. Mais Poirot leva doucement la main. « Non, je n'ai pas encore fini, car ce n'est pas seulement l'histoire d'un crime. C'est l'histoire d'un raison mal interprété. Lady Adélia n'avait l'intention d'exclure personne. Il envisageait de partager l'héritage à parts égales. Mais son erreur a été de faire confiance en silence et de sous-estimer la peur des autres. Poirot se dirigea vers le buffet et y plaça l'urne en argent, la boucle d'oreille et la photo déchirée. Ces objets étaient des symboles. Celui qui les a cachés ne l'a pas fait par méchanceté, mais par désespoir. Il voulait arrêter quelque chose, empêcher que la vérité soit connue. Mais ce faisant, il a précipité une tragédie. Miles se redressa légèrement. « Êtes-vous en train de dire que ce n'était pas un meurtre planifié ?» répondit Poirot, que c'était un acte impulsif, provoqué par la panique. Une lutte, peut-être? Une chute? Un coup mal calculé? L'important n'est pas de savoir si c'était intentionnel. L'important, c'est qu'il était caché. Le silence était absolu. Seul le léger crépitement du feu pouvait être entendu. Poirot se tourna vers Rosalinde. « Mademoiselle, vous avez été témoin d'autre chose, quelque chose qu'il n'a pas encore dit, n'est-ce pas ?» Rosalinde mit du temps à répondre, mais il finit par lever les yeux. « J'ai vu Miss Cécilia quitter la pièce, quelques minutes avant qu'il ne trouve le corps. Mais je n'ai rien dit parce que je pensais que peut-être elle ne savait pas ce qui s'était passé. » Cécilia se leva brusquement. « Ce n'est pas vrai. Je suis allée chercher ma tante, oui, mais je l'ai trouvée endormie. C'est du moins ce que je pensais. Elle était allongée, elle semblait calme. Je ne me suis pas rapproché. Je suis parti sans rien remarquer. » Poirot hocha la tête, sans élever la voix. « Je le crois, mademoiselle. » Parce que sa réaction lorsqu'il l'a découvert était authentique. Mais quelqu'un d'autre a vu son entrée et a profité de cette confusion pour se construire un alibi parfait. Henri se leva avec colère. « Et maintenant? Allez-vous pointer du doigt tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un s'effondre ?» Poirot ne répondit pas. Il le regardait, simplement en silence. « Demain, messieurs, » dit-il finalement. « Demain, à la même heure, nous nous reverrons. Et puis, une fois toutes les pièces sur la table, je révélerai de qui il s'agissait et pourquoi. » Il regarda de nouveau la silhouette encapuchonnée sur le support. Parce que même dans le tissu le plus fin,
les faux points finissent par montrer leur forme. Chapitre 10. Le faux point. La matinée se levait froide et claire, comme si le ciel, après des jours de tempête, avait décidé d'éclairer Wintermere Hall, afin qu'aucun recoin ne soit laissé sans contrôle, aucune ombre non masquée. Poirot Déjeunait seul, comme d'habitude, et se promenait dans les jardins avec sa canne pointée vers le sol, comme s'il marchait non pas pour avancer, mais pour fouiller dans ses souvenirs. En milieu de matinée, il a demandé à l'inspecteur Arleston de convoquer à nouveau toutes les personnes présentes pour cette soirée. « Ce sera la dernière réunion, inspecteur, » dit-il doucement. « Le rideau est presque baissé. Tout ce que vous avez à faire est de régler les lumières pour que tout le monde puisse voir clairement. » Arleston hocha la tête, même si son visage montrait plus de scepticisme que d'enthousiasme. « Es-tu sûr d'avoir tout, Poirot ? » ?»« Pas tout, » a-t-il répondu. « Seulement l'essentiel. Le reste tombera sous son propre poids. » Pendant la journée, Poirot a rendu visite à chacune des personnes impliquées séparément, non pas pour les interroger, mais pour les observer. Il trouva Cécilia dans la serre, coupant des roses sèches avec un sécateur tremblant. « Comment vas-tu, mademoiselle ?» Comme un vêtement qui a été lavé tant de fois, qu'il ne se souvient plus de sa couleur d'origine. Poirot sourit tendrement. « Ce que tu as découvert sur ton passé, Cécilia, ne change pas qui tu es. Cela enlève simplement une couche de mensonge. » Elle hocha la tête, mais ne parla pas davantage. Ses yeux étaient fixés sur une rose qu'il n'osait pas encore couper. Il trouva Henri dans la bibliothèque, avec un whisky à moitié vide et un journal non lu. « Tu n'es pas fatigué, Poirot ? » « Pourquoi, monsieur ?»« De fouiner dans les ruines. »« Familial, ce n'est plus un mystère. » »« C'est une démolition. » Poirot était assis en face de lui, croisant les jambes. « Les secrets ne détruisent pas les familles, monsieur. C'est la peur de leur faire face qui le fait. » Henri ne répondit pas. Mais ses jointures, blanches, sur la vitre, parlaient pour lui. Evangeline Royce était dans la salle de musique, jouant un morceau de Chopin, même si ses doigts manquaient une note sur 3. « Cette boîte à musique, madame, dit sans détour Poirot, était un cadeau de votre part, n'est-ce pas ? » « Non, répondit-il sans regarder. C'était un cadeau de ma part à Adélia, alors que nous partagions encore des confidences. Avant que le temps ne nous divise. Et quand tu l'as modifié pour cacher la boucle d'oreille, était-ce par protection ou par culpabilité? Évangeline a arrêté la mélodie, mais n'a pas répondu. Solo se leva gracieusement et quitta la pièce, comme s'il n'avait rien entendu. Il trouva Rosalinde dans le garde-manger, en train de compter les bocaux. « Comment saviez-vous que l'urne était derrière le socle ?»« Je ne savais pas. Je le craignais juste. » »« Pourquoi craindre quelque chose comme ça ? » ?»« Parce que je nettoyais cette pièce tous les jours. Et cette nuit-là, c'était différent. Comme si l'air avait quelque chose de caché. Quelque chose qui faisait mal. Poirot lui toucha le bras avec un geste ferme mais compatissant. « Mademoiselle, vous avez vu plus que vous ne le dites. Ce soir, ne cache rien. Il est temps que chacun dise sa vérité. » Au crépuscule, l'ambiance dans la backstage room était différente. Ce n'était plus une salle de deuil, mais une scène. La cheminée allumée projetait des ombres qui dansaient sur la tapisserie brodée. Et au centre, comme une relique retrouvée, reposait l'urne en argent. Poirot se tenait devant tout le monde. Sa posture droite, son regard précis, il n'avait pas de notes. Je n'en avais pas besoin.
Mesdames et messieurs, ce soir, je vais révéler ce qui s'est passé. Mais je ne le ferai pas en tant que procureur, mais en tant qu'observateur qui a suivi les fils détachés d'un tissu soigneusement tissé. Tout le monde le regardait. Personne ne respirait naturellement. Lady Adelia n'a pas été assassinée par ambition, même pas par haine. Elle a été tuée par peur, à cause de la peur que provoque une vérité chez ceux qui ont vécu en bâtissant sur un mensonge. Poirot fit une pause et se dirigea vers la scène. Cette broderie, inachevée, a été retouchée. Les derniers points de suture ne lui appartenaient pas. Ils ont été réalisés par des mains tremblantes, dans un acte symbolique, cacher la silhouette encapuchonnée, mais pas avec du fil, mais avec un geste désespéré, une confession silencieuse. « Qui l'a alors brodé ?» demanda Miles, la voix tendue. Poirot le regarda. Cette réponse viendra bientôt. Mais d'abord, nous devons comprendre le parce que. Le testament révisé, la boîte à musique, la photo cassée, la boucle d'oreille cachée, tout nous raconte un secret soigneusement gardé pendant des décennies. Cecilia n'était pas la nièce d'Adelia. C'était sa fille. Des murmures. Un halètement réprimé. Rosalinde baissa la tête. Poirot poursuivit. Quand quelqu'un a découvert cela, quelqu'un de très proche de la dame, elle a senti que sa place, son histoire, son pouvoir s'effondrait. Il ne pouvait pas laisser cette révélation changer la balance. Et cette personne, dans un moment de tension, a confronté Adelia. Pas avec l'intention de la tuer peut-être, mais il l'a fait. Et puis, il a fait comme s'il n'était pas là. Ses yeux s'arrêtèrent, pour la première fois, sur un seul visage. Demain, je terminerai cette histoire. Mais ce soir, je vous demande de réfléchir à ceci. Quelle vérité craignez-vous tant, au point de tuer pour les faire taire? Personne n'a répondu. Mais le silence, cette fois, n'était plus la peur. C'était une reconnaissance. Chapitre 11. La voix qui ne brodait pas. Cette nuit-là, le silence persista au-delà du dîner. Aucun des invités de Wintermere Hall n'a demandé de cognac ou de café. Le manoir, déjà habitué au murmure des secrets, semblait se retenir, comme s'il attendait une confession à voix basse. Seul Poirot semblait serein, comme si l'affaire avait déjà été résolue dans sa tête et qu'il ne manquait que le dernier point. Dans sa chambre, il ouvrit son cahier et écrivit une seule ligne. Le coupable n'a pas brodé, mais il a décousu. Puis, il se rendit au vestiaire, ajusta sa cravate avec la précision d'un chirurgien et se prépara à descendre. Pas encore pour découvrir le coupable, mais pour préparer la vérité à être entendue par ceux qui craignent son échoir. 8 heures, tout le monde s'est à nouveau réuni dans la backstage room, cette fois de son propre gré. Personne n'a demandé si c'était nécessaire. C'était. Ils restèrent assis, sans parler. Seul le son de l'horloge à pendule accompagnait l'environnement tel un métronome du procès. Poirot se tenait près de la cheminée. Son ton était bas, mais chaque mot semblait tracé à l'encre indélébile. « Hier soir, j'ai laissé une question en suspens. Quelle vérité craignez-vous au point de tuer pour la faire taire ?» Cecilia baissa les yeux. Miles croisa les bras. Rosalinde ne sia pas. Évangéline, quant à elle, avait un visage serein, mais
Ses doigts ne lâchaient pas le chapelet qu'elle cachait sur ses genoux. Aujourd'hui, je répondrai par une autre. À qui a le plus profité du silence de Dame Adélia? Qui craignait qu'un nom, une lettre, un lien de sang ne modifient complètement leur place au sein de cette maison? Poirot s'avança. C'était quelqu'un qui connaissait chaque recoin de ce manoir. Il savait que Cecilia ne devait pas entrer dans la backstage room ce soir-là, mais il l'a autorisé, qu'il avait accès aux objets les plus intimes de Lady Adélia, et que, après le crime, il a manipulé les apparences pour détourner les soupçons. Les personnes présentes ont bougé. Rosalinde déglutit. Poirot la regarda doucement. « Mademoiselle Rosalinde, vous n'avez pas tué Lady Adélia. » Mais il a vu qui avait fait ça. Et par peur, par loyauté, par pitié, il garda le silence. Un murmure parcourut la pièce. Rosalinde leva finalement les yeux. Et il a parlé. J'ai vu Madame Royce quitter la salle des coulisses après avoir entendu frapper. Elle était pâle. Il portait quelque chose dans ses mains. Je n'ai rien dit parce que... Elle m'a regardé. Une seule fois. Mais je savais que je devais garder le silence. Poirot hocha la tête avec regret. Elle savait? Comme une bonne sait tout, par des gestes, par les habitudes. Pour des modifications mineures dans la commande, Evangeline Royce ne s'est pas défendue. Il prit juste une profonde inspiration et ferma les yeux un instant. Elle semblait plus soulagée. « Que surprise !» continua Poirot. Madame Royce craignait que Cecilia ne sache la vérité, pas pour elle, mais pour ce que cela impliquerait. Une fille illégitime, héritière par affection. Le testament révisé lui enlève le contrôle de certaines propriétés qu'elle avait elle-même persuadée d'acquérir. Et plus encore, cela signifiait être déplacée émotionnellement d'un endroit qu'elle occupait depuis des années. En tant que confident, comme une ombre constante. Poirot sortit un petit objet de sa poche, une aiguille à broder. Cela a été trouvé dans sa chambre. C'est une réplique de ceux utilisés par Lady Adélia, mais avec une pointe ébréchée. Il ne servait pas à broder, mais à casser le fil, à modifier ce qui était déjà fait. Tout comme le châle, tout comme la boîte à musique. De petites interventions qui n'étaient pas que symboliques. C'étaient des gestes désespérés pour arrêter l'inévitable. Miles se pencha en avant. « Es-tu en train de dire qu'elle l'a poussé ?» Poirot secoua doucement la tête. Pas avec préméditation, pas cruellement. Mais oui, en crise. Une discussion animée, l'urne en main, la lettre découverte, un faux pas, une lutte, un coup contre le canapé, et puis panique, le silence, la fuite et le mensonge brodé. Avec trop de soin, Evangeline parla enfin. Sa voix n'était presque qu'un fil. Je voulais éviter le scandale. Je pensais que je pourrais le réparer, supprimer la lettre, cacher l'urne, imaginer que tout était comme avant. Mais j'avais tort, pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce que je pensais que ça ne ferait pas de mal. Poirot la regarda longuement. Le crime, madame, ne naît pas toujours de la haine. Parfois, il naît d'un amour déformé par la peur. Mais cela ne veut pas dire que cela cesse d'être un crime. Evangeline se leva. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas imploré.
Il vient de dire « Puis-je avoir un moment pour prier ?» Poirot hocha la tête. Elle quitta la pièce, et l'inspecteur Arleston la suivit, sans menottes, mais avec la fermeté du devoir accompli. Lorsque le silence revint, Cécile fondit en larmes. Pas pour Évangeline, pas pour sa tante, mais pour elle-même, pour l'histoire qu'on ne lui avait jamais racontée et qu'elle devait maintenant recommencer à coudre à partir de zéro. Poirot s'approcha. Il lui a offert un mouchoir. Il n'a rien dit. La vérité, pensait-il, était comme une broderie honnête, imparfaite, mais impossible à falsifier. Chapitre 12. Le dernier fil. 3 jours plus tard, Wintermere Hall avait retrouvé son silence habituel, mais pas sa paix. La brume matinale continuait de glisser entre les haies, comme si elle refusait de lâcher le dernier brin d'ombre suspendu dans l'air. Poirot, debout près de la fenêtre de la bibliothèque, contemplait le jardin désert. Il tenait une tasse de thé à la main, même s'il ne buvait pas. Résoudre le crime ne lui procurait aucun plaisir. La justice, oui, mais l'équilibre émotionnel, le confort moral. Cela était rarement inclus. Cecilia Worthington entra dans la pièce à l'improviste. Son visage était serein, mais avec cette rigidité que seul un deuil sincère laisse sur le visage humain. « Madame Royce sera transférée à Londres demain, » dit-il à voix basse. L'inspecteur estime qu'il témoignera volontairement. Ils ne savent pas encore si elle sera accusée d'homicide involontaire ou de complicité après coup. Poirot hocha la tête, sans quitter le jardin des yeux. Elle sera jugée selon la loi, mais il paie déjà le prix de son action. Il a perdu le rôle qu'il protégeait tant, et il l'a fait avec dignité, imparfaite mais authentique. Cécilia se dirigea vers le bureau de sa tante. Il toucha doucement les bords, encore intacts. « Je n'aurais jamais pensé que la vérité me ferait me sentir plus seul. Je pensais que tu m'expliquerais. Mais il ne l'a pas fait. Cela m'a seulement vidé. » Poirot se tourna doucement. « Parfois, mademoiselle, la vérité ne remplit pas, mais elle nettoie. Et dans ce nouvel espace, vous pouvez construire. Avec honnêteté, pas avec peur. Et croyez-moi, cela vaut mieux qu'une vie brodée de mensonges, aussi beau soit-il. » Cécilia sourit à peine. « Pensez-vous qu'elle m'aimait ?» En tant que fille ? Oui, répondit-il sans hésitation. Mais il ne savait pas comment lui dire. Et c'était sa tragédie. Pas le secret, mais le silence. Cet après-midi-là, Poirot a dit au revoir un par un. Il serra sans reproche la main d'Henry Lestock. Il savait que l'homme n'était pas innocent de tout, mais il n'était pas non plus coupable du crime. Seulement à cause de son ambition à courte vue. À Miles, il a dédié un avertissement enveloppé de courtoisie. « Monsieur, les véritables amours durent plus longtemps que les héritages. Mais seulement s'ils sont cousus avec respect et non dans l'urgence. » Et à Rosalinde, la dernière, il remit une enveloppe cachetée. « C'est une lettre que Lady Adélia a écrite pour vous. » Il ne l'a jamais envoyée. Je pense que tu devrais le lire maintenant. Rosalinde, surprise, baissa les yeux. Et il acquiesça. Cette nuit-là, Poirot prit le train de nuit pour Londres. Dans le compartiment privé, il s'installa avec sa valise en cuir, sa montre à gousset et un exemplaire froissé de l'Iliade. Il n'a pas lu. Je ne dormais pas encore. Je réfléchissais. Le crime
n'avait pas été parfait. C'était né de la panique et non d'un calcul. Et pourtant, leur couche était tissée avec une précision émotionnelle que peu de suspects pouvaient atteindre. Les indices ne se trouvaient ni dans le poison, ni dans les armes cachées. Ils étaient dans les coutures, dans les fleurs séchées, dans la musique inachevée, dans ce qui n'a pas été dit, plus que dans ce qui a été dit. L'âme humaine, pensait Poirot, est comme une tapisserie. De loin, cela semble harmonieux, mais quand on y regarde bien, il y a des nœuds, des fils serrés, des points tordus, et parfois du sang à la base. Il ferma les yeux, non pas pour dormir, mais pour commander. À Londres, une semaine plus tard, un télégramme arriva à l'appartement de Poirot. Il venait de Wintermere Hall. C'était signé par Cécile. Le RAC. Room a été fermé. J'ai commencé un nouveau design. Pas une silhouette à capuche. Cette fois, des fleurs ouvertes. Merci d'avoir brodé la vérité. Poirot plia le télégramme et le plaça dans son cahier. Puis il se versa une tasse de chocolat chaud et murmura « Voilà, les travaux sont terminés. » Et avec cette phrase, comme un point final précisément brodé, Hercule Poirot clôturait le chapitre et en ouvrait un autre, comme toujours, entre les fibres invisibles de l'âme humaine.